On dit que l'acier a construit la France, mais on oublie souvent que cet acier a été trempé dans la sueur et parfois dans le sang d'une vallée entière possédée par une seule famille, les Wendel. Ce nom résonne encore dans les vallées de Lorraine comme un écho métallique, un souvenir de puissance absolue et de contrôle total, une mélopée funèbre portée par les vents froids des hauts fourneaux éteints. Imaginez un château perché sur une colline, ses fenêtres illuminées par des lustres de cristal, des feux de cheminée crépitant dans des foyers de marbre, des rires cristallins s'échappant des salons ornés de soieries et de dorures, tandis qu'en contrebas, dans la vallée enfumée, des milliers d'hommes noircis par la suie, le visage marqué par la fatigue et la résignation, alimentent des hauts fourneaux dont les flammes ne s'éteignent jamais, des géants de fer et de feu vomissant sans cesse leur fumée âcre et leurs scories incandescentes. C'est l'histoire d'un empire bâti sur le feu et le fer, une dynastie qui a régné sur la Lorraine, comme les seigneurs féodaux du Moyen-Âge régnaient sur leurs serfs. Sauf qu'ici, le château n'était pas une relique du passé, mais le centre névralgique d'une machine industrielle implacable, une tour de contrôle d'où s'exerçait une domination sans partage. Le château de Hayange n'était pas simplement une demeure, c'était le symbole d'une domination totale, le trône d'où les Wendel observaient leur royaume de fumée et de métal, un œil vigilant sur chaque âme, chaque geste, chaque souffle de cette cité-usine. Si vous voulez comprendre comment une famille a pu posséder non seulement des usines, mais des vies entières, des âmes, des destins, alors restez avec nous, car cette histoire va vous glacer le sang, elle va vous plonger dans les profondeurs d'un passé où la grandeur industrielle côtoyait l'abjection humaine. Et si vous aimez plonger dans les abîmes de l'histoire, dans les recoins sombres où la lumière peine à percer, abonnez-vous maintenant, car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce qu'on vous a enseigné à l'école. C'est une vérité brute, sans phare, sur la puissance et sa... Tout commence au XVIIIe siècle, dans une Lorraine encore verte, encore paisible, avant que le feu ne dévore tout, avant que le fer ne transforme les paysages et les âmes. Les Wendel ne sont pas des nobles de sang bleu, ils ne sont pas issus de lignées ancestrales de sœurs terriens, ce sont des maîtres de forge, des hommes qui ont compris avant tout le monde que le véritable pouvoir ne réside pas dans les titres de noblesse, parchemin poussiéreux, mais dans la maîtrise du fer, dans la capacité à transformer la terre en richesse, la roche en métal. En 1704, Jean-Martin Wendel, un homme à l'esprit aiguisé et à la volonté de faire, acquiert sa première forge à Hayange, un petit atelier modeste au bord de la rivière Fench, alimenté par le charbon de bois des forêts environnantes, un lieu où le martèlement des forgerons résonnait déjà dans la vallée, annonçant sans le savoir l'orchestre assourdissant des siècles à venir. Mais ce qui commence comme une petite entreprise familiale, une modeste manufacture, va se transformer en un monstre industriel qui dévorera la région entière, qui s'étendra comme une pieuvre aux tentacules d'acier. Génération après génération, les Wendel agrandissent leur rouloir. Loin alors le empire, rachetant des forges, des mines, des terres, des forêts, des carrières, jusqu'à ce que leur nom devienne synonyme de l'acier lorrain, une marque indélébile gravée dans le paysage et dans la mémoire collective. Au début du XIXe siècle, la révolution industrielle explose, un cataclysme technologique et social, et les Wendel sont aux premières loges, prêts à saisir les opportunités offertes par cette nouvelle ère. Ils comprennent que celui qui contrôle l'acier contrôle l'avenir, que le métal est le nerf de la guerre et de la paix, le fondement de toute modernité. Ils investissent massivement dans les nouvelles technologies, importent les techniques anglaises, les procédés de poudelage et de laminage, construisent des hauts fourneaux toujours plus grands, toujours plus voraces, des gueules béantes, crachant des flammes et des fumées. La vallée de Hayange se transforme radicalement. Les arbres disparaissent, abattus pour alimenter les fours ou pour laisser place aux usines, remplacés par des cheminées crachant une fumée noire et épaisse qui obscurcit le ciel, qui voile le soleil, qui dépose une fine couche de suie sur chaque feuille, chaque toit,
chaque visage. La rivière Fench, autrefois claire et poissonneuse, devient un égout industriel charriant des scories, des déchets toxiques, des eaux rougies par le fer. Une artère empoisonnée au cœur de la vallée. Et au-dessus de tout cela, dominant la vallée comme un aigle surveille sa proie, le château de Hayange se dresse, agrandi, embelli, transformé en un palais digne des plus grandes familles d'Europe, un écrin de luxe et de raffinement au milieu de l'enfer industriel. Les Wendel ne se contentent pas de produire de l'acier, ils créent un monde à leur image, un monde où ils sont les dieux et où les ouvriers sont leurs serviteurs, leurs sujets, leurs possesseurs. Mais pour comprendre l'ampleur de leur pouvoir, pour saisir la véritable nature de cette domination, il faut descendre dans la vallée, il faut pénétrer dans les entrailles de cette machine infernale, il faut sentir l'odeur du charbon et de la sueur, entendre le vacarme assourdissant. Les hauts fourneaux de Hayange sont des cathédrales de métal et de feu, des structures titanesques, où la température atteint des niveaux insoutenables, où l'air est irrespirable, où la lumière est celle des flammes et des étincelles. Les ouvriers recrutés dans les campagnes lorraines, arrachés à leurs terres, ou importés d'Italie, de Pologne, d'Allemagne, de Belgique, des hommes de toutes origines venus chercher une vie meilleure, travaillent dans des conditions qui défient l'imagination, des conditions qui broient les corps et les esprits. La chaleur est si intense qu'elle brûle la peau à distance, qu'elle fait fondre la graisse des hommes, la fumée si épaisse qu'elle étouffe les poumons, qu'elle noircit les crachats, le bruit si assourdissant qu'il rend sourd, qu'il empêche toute pensée claire, toute conversation. Les accidents sont quotidiens, les brûlures au 3e degré, les amputations, les chutes mortelles, les maladies pulmonaires comme la silicose, la tuberculose sont monnaie courante, les morts fréquentes. Mais la machine ne s'arrête jamais, elle exige toujours plus de chair et de sang. Les Wendel ont instauré un système de travail en continu, jour et nuit, sans répit, sans jour férié, car chaque minute d'arrêt est une minute de profit perdu, une goutte de sang qui ne coule pas dans les veines de l'Empire. Et les ouvriers n'ont pas le choix, ils sont pris au piège. Ils vivent dans des corons construits par les Wendel, des rangées de maisons identiques, grises, sans âme, sans jardin, alignées comme des tombes, des casernes, où s'entassent des familles entières dans quelques pièces exiguës. Ils achètent leur pain, leur viande, leurs vêtements dans les boulangeries, les boucheries, les magasins Wendel, où les prix sont souvent plus élevés et les salaires retenus à la source. Ils envoient leurs enfants dans les écoles Wendel, où l'on enseigne la discipline, l'obéissance et la gloire de la famille Wendel. Ils se soignent dans les dispensaires Wendel, prient dans l'église Wendel, et quand ils meurent, épuisés par le labeur, ils sont enterrés dans le cimetière Wendel. On est Wendel, on vit Wendel, on meurt Wendel. C'est un système féodal modernisé, un paternalisme écrasant qui se pare des vertus de la charité, de la bienveillance, mais qui n'est en réalité qu'une cage dorée, une prison à ciel ouvert où chaque aspect de l'existence est contrôlé, surveillé, dicté. Toute velléité de révolte est écrasée, tout syndicaliste est licencié, mis sur liste noire, toute grève est brisée par la force, par l'intervention de la gendarmerie, par la faim. Et pendant ce temps, là-haut, dans le château, la famille Wendel vit dans un luxe inimaginable, un faste ostentatoire qui contraste violemment avec la misère de la vallée. Les salons sont décorés de tapisseries flamandes du XVIIe siècle, de tableaux de maîtres, de sculptures antiques. Les tables croulent sous l'argenterie ciselée de Sèvres, les verres en cristal de Baccarat. Les caves sont remplies des meilleurs vins de France et du monde. Les Wendel reçoivent l'élite parisienne, les hommes politiques, les financiers, les artistes, les têtes couronnées. Ils organisent des bals somptueux où l'on danse jusqu'à l'aube au son d'orchestres venus de la capitale, des chasses à courre dans les forêts avoisinantes, des dîners où l'on discute de l'avenir de la France, de l'Europe, du monde, autour de plats raffinés servis par des domestiques en livrée, silencieux et invisibles. Le contraste est saisissant, obscène même. À quelques centaines de mètres à peine, des hommes meurent dans les flammes des hauts fourneaux,
leurs poumons ravagés par la poussière de fer, leur corps brisé par le travail, tandis qu'au château, on sirote du champagne millésimé en admirant les jardins à la française, les parterres de fleurs, les fontaines jaillissantes. C'est cette dualité qui fait toute la noirceur de l'histoire des Wendell, cette capacité à vivre dans deux mondes simultanément, celui de la beauté et celui de l'horreur, celui de la culture et celui de la barbarie industrielle, sans jamais que l'un ne contamine l'autre, sans jamais que la conscience ne vienne troubler la fête. Mais l'empire Wendell ne se limite pas à Hayange, il est une entité tentaculaire. Au fil des décennies, la famille étend son emprise sur toute la Lorraine et au-delà. Il possède des mines de fer en Meurthe et Moselle, des aciéries en Moselle, des participations dans des entreprises sidérurgiques en Belgique, en Allemagne, en Sarre. Ils deviennent l'un des piliers du Comité des Forges, cette organisation secrète, quasi mafieuse, qui regroupe les plus grands industriels français et qui, selon certains, tire les ficelles. La politique nationale, qui influence les gouvernements, qui dicte les lois. Les Wendell ne sont plus seulement des industriels, ils sont des faiseurs de rois, des hommes capables d'influencer les décisions gouvernementales, de peser sur les choix militaires, de façonner l'avenir du pays, de l'Europe. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus sombre, car lorsque les guerres éclatent, ces cataclysmes qui ravagent le continent, les Wendell se retrouvent dans une position délicate, pris entre leur patriotisme affiché, à la France, et leurs intérêts économiques, leur survie industrielle. En 1970, la guerre franco-prussienne éclate, un conflit brutal et rapide, et la Lorraine devient un champ de bataille, une terre de sang et de larmes. Le château de Hayange est occupé par les troupes prussiennes. Les officiers allemands s'installent dans les salons, dorment dans les lits des Wendell, mais curieusement, les usines continuent de fonctionner. Les hauts fourneaux ne s'éteignent pas. L'acier continue d'être produit et certains murmurent que les Wendell ont passé un accord avec l'ennemi pour préserver leurs outils de production pour sauver leur empire. Après la défaite française et l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne, les Wendell se retrouvent dans une situation paradoxale. Ils sont désormais citoyens allemands, leurs terres et leurs usines sous administration allemande, mais ils restent profondément français dans leur cœur, ou du moins, c'est ce qu'ils prétendent, ce qu'ils affirment publiquement. En réalité, ils naviguent habilement entre les deux camps, maintenant leur relation avec Paris, tout en développant leurs affaires avec Berlin, jouant sur les deux tableaux avec une habileté déconcertante. C'est une stratégie de survie, mais aussi une stratégie de profit, car l'acier n'a pas de patrie. L'acier se vend aux plus offrants, aux armées qui en ont le plus besoin, qu'elles soient françaises ou allemandes. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, un conflit d'une ampleur inédite, les Wendell sont à nouveau au centre de la tourmente. Leurs usines, situées en territoire allemand, produisent de l'acier pour l'armée du Kaiser, pour les canons qui bombardent les tranchées françaises, tandis que leurs cousins restés en France, ceux qui ont choisi la nationalité française, fournissent à l'armée française les obus qui tombent sur les positions allemandes. C'est une situation absurde, tragique, où les membres d'une même famille contribuent à s'entretuer par nations interposées, où le sang des ouvriers lorrains coule pour des causes opposées. Mais les Wendell ne sont pas les seuls dans ce cas. De nombreuses dynasties industrielles européennes se retrouvent dans cette position schizophrénique, où les liens du sang et des intérêts économiques se heurtent aux frontières nationales. Après la guerre, la Lorraine redevient française et les Wendell retrouvent leur statut de héros nationaux, célébrés pour leur contribution à l'effort de guerre, pour leur résistance à l'occupant, même si certains n'oublient pas leur collaboration forcée avec l'Allemagne, les profits réalisés pendant le conflit. Le château de Hayange retrouve sa splendeur. Les usines tournent à plein régime pour reconstruire la France dévastée, pour fournir l'acier nécessaire à la reconstruction, et les Wendell sont plus puissants que jamais, leur influence s'étendant bien au-delà des frontières de la Lorraine. Mais les années 1920 et 1930 sont aussi marquées par des tensions sociales croissantes, par la montée des revendications ouvrières.
Les ouvriers, ceux qui ont combattu dans les tranchées, qui ont vu leurs camarades mourir par milliers, ne sont plus disposés à accepter les conditions de travail inhumaines d'avant-guerre. Ils exigent plus de justice, plus de dignité. Les grèves se multiplient, les syndicats se renforcent et les Wendel doivent faire face à une contestation qu'ils ne peuvent plus écraser aussi facilement qu'autrefois. La peur ne suffit plus. Le Front populaire de 1936, une vague d'espoir et de réformes, impose des réformes sociales majeures, les congés payés, la semaine de 40 heures, et les Wendel doivent s'adapter, même s'ils le font à contre-cœur, en grinçant des dents, voyant dans ces avancées sociales une menace pour leur pouvoir et leur profit. Mais le pire est à venir. L'ombre d'un nouveau conflit plane sur l'Europe. En 1940, l'Allemagne nazie envahit la France et la Lorraine est à nouveau annexée, intégrée de force au Reich. Le château de Hayange est occupé par les officiers allemands. La croix gammée flotte sur ses tours. Et une fois de plus, les usines continuent de produire de l'acier, cette fois pour la machine de guerre hitlérienne, pour les chars, les avions, les sous-marins qui déferlent sur l'Europe. Les Wendel, comme beaucoup d'industriels français, se retrouvent dans une position intenable, un dilemme moral et économique. Doivent-ils saboter leurs propres usines au risque de représailles terribles, de déportation, de mort, ou doivent-ils collaborer pour sauver ce qui peut l'être, pour préserver leur patrimoine industriel, leurs ouvriers? La plupart choisissent la seconde option, et les Wendel ne font pas exception. Ils maintiennent la production, arguant qu'ils n'ont pas le choix, que c'est une question de survie, de protection de leurs employés, de leur outil de travail. Mais après la guerre, cette collaboration, même forcée, laissera des traces indélébiles, une tache sombre sur leur réputation. Des accusations de trahison circulent, des enquêtes sont menées par les commissions d'épuration, des procès sont intentés, mais les Wendel, protégés par leur influence, leurs relations politiques et économiques, leurs avocats habiles, échappent aux poursuites les plus graves. Ils sont trop importants pour l'économie française, trop puissants pour être abattus, leur savoir-faire est indispensable à la reconstruction du pays. Pourtant, quelque chose s'est brisé, une confiance a été trahie. L'image de la dynastie est ternie, la confiance est érodée, et le château, autrefois symbole de fierté et de réussite, devient le symbole d'une époque ambiguë, d'une puissance qui a survécu en pactisant avec le diable, en faisant des compromis avec l'ennemi. Les décennies d'après-guerre voient les Wendel tenter de redorer leur blason, de se racheter une conduite. Ils investissent massivement dans la modernisation de leurs usines, adoptent les nouvelles technologies, les convertisseurs à oxygène, les laminoirs continus, diversifient leurs activités, se tournent vers d'autres secteurs. Mais le monde a changé irréversiblement. L'acier n'est plus le roi incontesté de l'économie. La concurrence internationale s'intensifie avec l'émergence de nouvelles puissances industrielles. Et surtout, la Lorraine commence à payer le prix de décennies d'exploitation intensive, de pillage de ses ressources. Les mines s'épuisent, les coûts de production augmentent, la main-d'œuvre est plus chère et les usines vieillissantes peinent à rivaliser avec les aciéries modernes d'Allemagne, du Japon, des États-Unis, de Corée. Dans les années 1960 et 1970, la crise de la sidérurgie frappe de plein fouet la Lorraine, un coup de massue qui ébranle toute la région. Les hautes fourneaux, ces géants qui avaient dominé le paysage pendant plus d'un siècle, qui avaient craché leur feu et leur fumée sans relâche, commencent à s'éteindre un à un, leurs flammes s'amenuisant, leurs entrailles se refroidissant. Les licenciements se multiplient, des milliers d'ouvriers se retrouvent sans emploi, les villes ouvrières se vident, les familles sont déchirées et une génération entière se retrouve sans avenir, sans espoir. Les Wendel, conscients que l'ère de l'acier touche à sa fin, que le crépuscule de leur empire est arrivé, commencent à se retirer progressivement de la sidérurgie. Ils vendent leur part, se reconvertissent dans d'autres secteurs, la finance, l'immobilier, les services, cherchant de nouvelles sources de profit, de nouvelles manières de perpétuer leur fortune. Le nom Wendel survit,
Mais il n'est plus associé aux hauts fourneaux de Lorraine, il est devenu un nom de holding financière, un symbole d'une richesse désincarnée. En 1968, les derniers hauts fourneaux de Hayange s'éteignent définitivement. Un silence assourdissant succède au vacarme incessant, un silence qui pèse sur toute la vallée. C'est la fin d'une époque, la fin d'un monde, la fin d'un rêve industriel. La vallée, autrefois vibrante du bruit des machines et du feu des forges, sombre dans un silence pesant, un silence de mort. Les usines sont démantelées, leurs carcasses de métal rouillé sont découpées, les cheminées abattues, les corons abandonnés, leurs fenêtres brisées, leurs toits effondrés. La nature commence lentement à reprendre ses droits, mais c'est une nature blessée, polluée, marquée à jamais par un siècle d'exploitation industrielle, par les cicatrices indélébiles du fer et du feu. Et le château de Hayange, que devient-il dans ce paysage de déchéants? Il est toujours là, perché sur sa colline, mais il n'est plus qu'une coquille vide, un fantôme du passé, un témoin silencieux d'une gloire évanouie. Il a été vendu, transformé en musée, en centre culturel, en lieu de mémoire, mais il a perdu son âme. Les salons où l'on dansait autrefois sont désormais silencieux. Les jardins à la française sont envahis par les mauvaises herbes. Les statues sont érodées par le temps. Et les fenêtres, autrefois illuminées par les feux de la fête, sont sombres, reflétant le ciel gris. Le château n'est plus le symbole de la puissance. Il est devenu le symbole de la chute, de l'éphémère, de la vanité des empires humains, un mausolée à la gloire perdue. Aujourd'hui, quand on traverse la vallée de Hayange, on est frappé par le contraste saisissant entre eux et ce qui est. Les ruines industrielles, ces cathédrales de métal rouillé, ces squelettes d'acier et de béton, se dressent comme des monuments funéraires, témoins silencieux d'une époque révolue, d'un monde disparu. Les anciens ouvriers, ceux qui ont survécu, ceux qui ont vu leur vie entière se dérouler au rythme des hauts fourneaux, racontent leurs souvenirs avec une nostalgie amère, un mélange de fierté pour le travail accompli, pour la force de leurs bras, et de colère pour les sacrifices imposés, pour les vies brisées. Ils parlent des Wendel avec un mélange de respect et de ressentiment, conscients que sans eux, la Lorraine ne serait pas ce qu'elle est, mais consciente aussi que ce qu'elle est devenue, c'est en partie à cause d'eux, de leur soif insatiable de profit. Les Wendel ont bâti un empire, mais ils l'ont bâti sur le dos de milliers d'hommes et de femmes qui n'ont jamais eu leur mot à dire, qui ont été broyés par la machine, qui ont donné leur sueur, leur sang, leur vie, pour enrichir une famille qui les regardait de haut depuis son château, depuis son piédestal de marbre et d'or. C'est l'histoire d'une puissance absolue, d'un contrôle total, d'un féodalisme industriel qui a survécu bien au-delà du Moyen-Âge, qui a perduré jusqu'au cœur du XXe siècle. C'est aussi l'histoire d'une France qui a longtemps fermé les yeux sur les injustices, qui a célébré les capitaines d'industrie sans se soucier du prix humain de leur réussite, du coût social de leur grandeur. Les Wendel ne sont pas une exception, ils sont le symbole d'une époque où le profit primait sur tout, où l'homme était réduit à une simple ressource, un rouage dans une machine implacable, une pièce interchangeable, dans un engrenage géant. Mais cette époque est révolue et c'est peut-être la seule consolation, la seule lueur d'espoir. Les hauts fourneaux sont éteints, les dynasties industrielles ont perdu leur toute-puissance et les ouvriers, même s'ils ont payé un prix terrible, ont fini par obtenir des droits, une dignité, une reconnaissance, une voix. La leçon de Hayange est claire. Aucun empire n'est éternel, aucune puissance n'est absolue, et tôt ou tard, le feu qui a construit un royaume finit par le consumer, par le réduire en cendres. Le château de Hayange reste là, témoin muet de cette vérité implacable, et quand le vent souffle dans la vallée, on peut presque entendre les échos du passé, les cris des ouvriers, le rugissement des hauts fourneaux et le rire lointain des Wendel qui croyaient que leur règne durerait toujours, que leur fortune serait éternelle. Mais tout s'éteint, même le feu le plus ardent, même la gloire la plus éclatante. Et il ne reste que les cendres, les ruines,
et les fantômes d'une époque où l'acier était roi, et où une seule famille possédait une vallée entière, corps et âme, une époque qui nous rappelle la fragilité de la grandeur et la persistance de la mémoire. Si cette plongée dans les abîmes de l'histoire industrielle vous a fasciné, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent la vérité sur les dynasties oubliées. Et surtout, restez avec nous, car nous continuerons à déterrer les secrets les plus sombres de l'histoire.